en vous saluant toutes et tous et en vous disant combien je suis heureux d'introduire aujourd'hui ce 11e rendez-vous du GHU consacré aux neurosciences et à leur dynamique. Je le disais, très heureux parce que depuis maintenant 3 ans, nous nous sommes totalement mobilisés en faveur du renforcement de cette dynamique sur les différents sites du GHU. C'est un axe prioritaire de notre projet d'établissement parce que de l'enfant à l'adulte, nous avons des atouts considérables, tant hospitaliers qu'universitaires. Hospitaliers, évidemment, avec des activités emblématiques, le centre des urgences céphalées, la grande garde ORL, la prise en charge des pathologies neurovasculaires, la chirurgie de la base du crâne, un ensemble finalement ophtalmo, neuro et psychiatrique unique, et des plateformes associées en imagerie, en physiologie, en anatomopathologie, qui sont tout aussi performantes. Et puis, des activités universitaires associées qui sont tout aussi puissantes et qui nous permettent d'être à la pointe de la recherche et de l'innovation. Bref, c'est cet ensemble-là complet pour le nord de Paris qui est représenté dans le programme qui vous est proposé aujourd'hui, avec le concours, et j'en suis extrêmement heureux, du témoignage de Charlène Jeunet, qui est une patiente. Et ainsi, nous allons pouvoir partager ce que nous faisons, ce que nous développons ensemble depuis plusieurs années, et sur l'ensemble donc de ces disciplines, mais aussi partager nos grandes victoires des 12 derniers mois. Alors, vous me permettrez d'y consacrer un tout petit peu de temps, mais le projet médico-chirurgical enfant-adulte de la prise en charge de l'épilepsie, emmené par le professeur Auvin et puis les professeurs Deveau, Nataf et Chassou qui nous ont rejoints récemment. Évidemment, l'innovation en radiochirurgie avec le nouvel équipement Zapix qui vous sera présenté par Sébastien Frelich et qui est lui aussi une des prochaines victoires que nous allons emporter pour renforcer notre domaine. Et puis enfin, évidemment, le projet d'Institut du cerveau de l'enfant qui a été, je le dis pour tout le monde, validé et officialisé par le président de la République lors des assises de la santé mentale à l'automne dernier et qui va nous permettre de créer un institut dédié au neurodéveloppement notamment et qui sera unique en France. Bref, ces 3 projets fondamentaux sont vraiment les marqueurs de notre dynamique collective, pour reprendre le titre de notre rendez-vous d'aujourd'hui, de notre volonté en tous les cas d'avancer, de progresser, d'innover et de l'engagement de l'ensemble des équipes. Donc voilà pourquoi je suis si heureux d'être aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite une très très belle session et je laisse la parole aux intervenants suivants. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir donc, de vous accueillir pour ce rendez-vous neurosciences. Donc, je suis Michael Basgui, chef de service de neurologie à l'hôpital Lariboisière, et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Gérard Partouche, qui est cadre paramédical du DMU cardiologie, diabétologie, toxicologie et neurologie. Merci Michael. Ta présentation, je t'ai coupé, mais vas-y. Donc, on a un programme qui est assez chargé. Donc, on vous propose d'enchaîner directement avec la première partie. Donc, la première partie de nos actualités sur le projet médico-chirurgical de l'épilepsie à la fois enfants et adultes. Et ce qu'on vous propose également, c'est de regrouper vos questions à la fin de cette première partie avant d'enchaîner sur les suivantes. Donc, on passe tout de suite la parole au professeur Stéphane Auvin, qui est le chef de service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Merci. Bonjour à tous. Si je peux avoir la diapo. En fait, en introduction, je me permets de vous rappeler 2-3 choses sur les épilepsies qui sont notre quotidien, mais qui ne le sont pas forcément de tout le monde. On parle souvent des épilepsies en méconnaissant pas mal de choses. C'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public. C'est assez difficile de communiquer sur ce que sont ces maladies, mais finalement, l'ensemble de ces maladies sont très fréquentes puisque c'est 1% de la population générale. Quand on regarde le graphe que je vous ai mis,
La courbe orange, c'est l'incidence. Vous voyez qu'il y a une grande incidence dans l'enfance, c'est-à-dire beaucoup de nouveaux cas débutent dans l'enfance. Et puis finalement, au cours du temps, cette incidence est assez stable. Et puis après, chez le sujet âgé, après 70 ans, de nouveau, l'incidence augmente. Ce qui fait qu'au cours de la vie, courbe verte, la prévalence, donc le nombre de malades permanents et pas les nouveaux cas, augmente progressivement. L'autre élément qui est clé et qui fait qu'un spécialiste de l'épilepsie de l'enfant a forcément des liens assez étroits et importants avec les neurologues adultes, c'est que 50% des épilepsies d'adultes ont débuté dans l'enfance. Pas toujours de façon bruyante, parfois il a fallu un temps, parfois il y a eu une pause, mais avec un accompagnement, et puis de nouveau ça se réaccélère. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des patients qui ont une épilepsie chirurgicale. Il n'est pas rare qu'ils soient stables pendant un certain temps pendant l'enfance, en moyenne 9 ans, les études disent, et puis de nouveau, ça se réaccélère et cette épilepsie étant résistante conduit à une prise en charge chirurgicale. Est-ce que je peux avoir la suivante aussi, s'il vous plaît? Même chose pour brosser le tableau de façon un peu générale de ce que sont ces épilepsies. J'ai utilisé une espèce de graphe qui avait été fait il y a quelques années pour montrer les grands challenges des patients avec épilepsie. Le premier étant le diagnostic. D'avoir accès au diagnostic, ce n'est pas aussi simple malheureusement que faire un EEG et une IRM, sinon on ne serait pas dans les problématiques actuelles qui sont que 20% des patients ne sont pas diagnostiqués correctement au départ. Ce n'est pas simplement d'avoir quel est le sous-type du surspécialiste, mais il y a aussi on sait qu'il y a à peu près 10% de patients qui sont traités avec des antiépileptiques qui n'ont pas du tout d'épilepsie. La deuxième épreuve, c'est celle du traitement, même si pour la moitié des patients, le premier traitement va permettre de contrôler l'ensemble des manifestations. Pour un tiers des patients, il va y avoir une pharmacorésistance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'était déjà le cas il y a 10 ans, c'est-à-dire que même avec 10 médicaments de plus, malgré les 20 à 25 médicaments disponibles aujourd'hui, il y a à peu près 30% des patients qui continuent à faire des crises. Ce qui veut dire que ça conduit à des traitements de recours, soit des médicaments innovants dans le cadre d'essais cliniques, soit des stratégies ciblées qui sont en train de se développer dans des formes d'épilepsie génétique rares, mais aussi quand il y a une anomalie très localisée, éventuellement d'avoir une prise en charge chirurgicale. Ça a un petit peu évolué, les chiffres sont un peu anciens, ce logigramme il date d'il y a une dizaine d'années, mais on estimait qu'il y avait à peu près 6000 patients qui pourraient être candidats à une chirurgie de l'épilepsie en France, avec, on disait à l'époque 400, c'est plutôt 5 à 600 aujourd'hui, je pense, de patients qui sont pris en charge chirurgicalement annuellement. Au-delà de cet aspect très, très médical, il ne faut pas oublier la partie numéro 3 de cette diapositive, qui sont les difficultés auxquelles sont confrontés le patient avec épilepsie, les effets secondaires des médicaments. Tous les médicaments qui jouent sur l'épilepsie jouent sur le cerveau. Donc, quand il y a trop de médicaments, on va avoir les conséquences, des troubles de concentration, de la mémoire, de la somnolence, un mal-être, et puis la lourdeur des traitements, en particulier chez les patients avec une épilepsie pharmacorésistante, font que finalement, il y a toute cette lourdeur-là. Il peut y avoir un certain nombre de contraintes et on imagine assez bien que quelqu'un qui fait une crise ne serait-ce qu'une fois par mois, on pourrait dire ah, c'est pas très fréquent, mais pas de permis de conduire. Alors dans la région parisienne, on peut utiliser les transports en public, mais en dehors, pour beaucoup de patients en France, ça veut dire des contraintes sur leur travail, sur leur capacité à pouvoir se rendre à un travail et donc à avoir un emploi. Et donc, il y a tout un ensemble de conséquences psychosociales autour de l'autonomie, la professionnalisation, l'acceptation d'avoir aussi des contraintes ou un rythme de vie qui est aussi malheureusement dicté par la maladie pour ces patients et donc aussi un certain nombre d'éléments de stigmatisation. La suivante, s'il vous plaît. Ayant brossé ce tableau, je vais vous parler de l'épilepsie de l'enfant et d'un peu plus ce qu'on fait à Robert Debré. On a une situation particulière qui est à la fois d'être un centre de recours de haut niveau pour un certain nombre de maladies rares, mais également, et c'est une particularité de Robert Debré, on est un peu le médecin généraliste d'autres environnements pédiatriques, et donc on va des épilepsies débutantes aux épilepsies rares et complexes. On est un centre de référence épilepsie rare qui a aussi un label EpiCare, c'est-à-dire les réseaux européens des maladies rares. On est tant impliqué dans le soin avec de l'innovation et puis des prises en charge infirmiers innovantes. On est un des 4 protocoles de coopération locale qui a été autorisé par la PHP donc pour les soins infirmiers avec les épilepsies.
On est aussi très impliqué dans les essais cliniques innovants et dans la recherche translationnelle avec une activité au sein de l'équipe de l'unité de Pierre Gressins. Et d'ailleurs, ce topo numéro 1 n'est donc pas du tout sans lien avec l'Institut du cerveau de l'enfant parce que la partie épilepsie sera une partie tout à fait active. On a une caractéristique propre aussi du centre de Robert Debré avec une implication très importante dans l'organisation, mais aussi dans les activités de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Voilà. J'ai déjà parlé des infirmières. L'épilepsie, c'est une discipline multidisciplinaire et on ne ferait rien de tout ça sans une interaction importante et des compétences locales expertes des autres équipes au sein de Robert Debré. Alors, en premier lieu, je vais citer l'imagerie et la physiologie, parce que de façon claire, il est impossible de faire de l'épileptologie sans avoir ces disciplines-là, mais il y a bien entendu d'autres choses. Les épilepsies chirurgicales qui nous concernent, on a toute une activité. Une bonne chirurgie de l'épilepsie, c'est d'abord savoir si le patient est opérable, et puis d'évaluer en effet cette opérabilité pour aller jusqu'à la chirurgie, c'est-à-dire confier le patient soit à une équipe qui va finaliser la chirurgie, soit qui va finir les explorations pour faire la chirurgie, et puis le chirurgien, parce que aucun neurologue, épileptologue opère les patients. Nos chemins chirurgicaux sont de travailler avec l'équipe de neurochirurgie pédiatrique et Thomas Bloblom à Necker-Enfants Malades pour la prise en charge chirurgicale, où on amène quasiment jusqu'aux enregistrements intracrâniens, tout est fait localement à Robert Debré. Et puis, on avait déjà historiquement, quand Bertrand et Francine étaient à Sainte-Anne, pour des grands enfants, déjà un certain nombre de patients qui allaient à Sainte-Anne. Et donc, assez naturellement, les choses vont continuer et ne peuvent que s'amplifier avec l'équipe maintenant à la Rivoisière. Je vais laisser la parole à mes collègues. Francine, tu es mute. Oui. Voilà, et on va donc enchaîner. Alors... Puisqu'on est dans la thématique de la transition, donc revenir sans m'étendre, puisque Stéphane l'a très bien dit, la plupart des épilepsies focales qui... non, non, faut revenir en arrière. Encore, s'il vous plaît. Encore. Oh là. Ah, je suis perdue. C'est moi qui... Oui, donc je disais que la plupart des épilepsies focales qui débutent dans l'enfance vont perdurer à l'âge adulte. Et que certaines, juste avant, encore une fois, voilà. Oh, bah non. Problème. Voilà, et que, comme l'a dit aussi Stéphane, que certains patients qui étaient assez bien stabilisés sous traitement pendant l'enfance risquent de s'aggraver à l'adolescence pour toute une série de raisons qui ne sont pas forcément liées à l'épilepsie, mais qui sont aussi liées au mode de vie que l'adolescent va chercher à avoir et qui peuvent être difficilement compatibles avec leur maladie. Il va y avoir forcément, quand l'épilepsie n'est pas bien stabilisée, des difficultés scolaires avec un retentissement sur la famille, ça c'est clair. Et l'entrée dans la vie adulte va être bien compliquée par cette épilepsie, puisqu'il va falloir effectivement tenir compte de cette maladie pour l'orientation professionnelle. Ce n'est pas toujours facile, en fonction des aspirations et des compétences du jeune. Commencer par lui dire qu'effectivement, il ne passera pas son permis de conduire, qu'il n'ira pas en boîte de nuit, qu'il n'ira pas avec les copains, etc. Et que tous ces interdits-là vont poser vraiment des problèmes qu'il va falloir essayer de prendre en compte. Et que la chirurgie, effectivement, c'est une option thérapeutique qui est efficace et bien tolérée, qu'il faut savoir la discuter assez tôt, avec des résultats qui sont favorables quand l'indication est bien posée, mais surtout d'autant plus favorables que l'intervention a été faite tôt, et c'est l'important pour laquelle, effectivement, nous insistons sur la nécessité de ce passage de l'enfant à l'adulte qui soit le plus harmonieux et le plus fluide possible. D'où la collaboration dont a parlé Stéphane Auvin. Donc, si on peut avoir la suivante. Donc, notre rôle, effectivement, identifier les candidats potentiels. Donc,
C'est une épilepsie focale pharmacorésistante avec une lésion cérébrale malformative ou acquise, qu'elle soit visible ou non dans au niveau de l'imagerie. Et là, c'est déjà un tout petit peu compliqué parce qu'effectivement, si l'IRM standard est positif, c'est beaucoup plus simple. Mais souvent, les lésions qui sont chirurgicales sont difficiles à détecter par les outils conventionnels. Il va donc falloir bien coordonner le parcours de soins de la clinique LEEG qui va démarrer dans le centre pédiatrique et qui va se poursuivre avec des examens qui sont un peu plus sophistiqués, un peu plus réservés souvent à l'adulte. Il faut pouvoir adapter ça à l'enfant, au jeune enfant, et avec tous ces plateaux techniques de plus en plus, des étapes de plus en plus complexes, allant jusqu'aux enregistrements intracrâniens qui, eux, ne se font que dans des centres spécialisés. C'est ce qui va être développé dans le service de neurochirurgie du professeur Fröhlich, ce qu'on appelle la SEG, c'est-à-dire les enregistrements stéréoélectroencéphalographiques qui demandent quand même une haute expertise, un environnement bien particulier. Tout l'enjeu va être de recourir aux équipes sans délai. Donc, et l'idée, c'est d'adapter l'offre de soins aux patients et non pas l'inverse, puisque actuellement, c'est plutôt les patients qui attendent qu'il y ait une place pour eux. Et ces listes d'attente sont parfois extrêmement difficiles à vivre pour les patients et leurs familles. C'est un peu notre objectif, de fluidifier ce parcours et de faire en sorte que dès que l'indication paraît raisonnable, on puisse répondre facilement. Et puis surtout, on a un travail d'évaluer la qualité des soins en permanence, c'est-à-dire regarder ce qu'on a fait, avoir ce regard sur les crises, sur la qualité de vie, sur la scolarité, sur l'insertion. Et je pense que la patiente qui va témoigner tout à l'heure vous dira à quel point ce n'est pas toujours facile de passer de l'état de patient ou de malade à bien portant, et que cet accompagnement, ça fait aussi partie du traitement. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vais passer la parole à Bertrand de Bourg qui, lui, chirurgicalement, va vous expliquer ce qu'il fait et comment il fait. Merci. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Puisqu'on est dans la transition enfant-adulte, on a choisi avec Francine l'exemple du premier patient opéré ici à la Ribosière, qui avait une malformation du développement de son cortex, qui avait 17 ans. Alors, sans raconter son histoire, lui, il nous a été confié par Stéphane Ouvard. Donc, c'est déjà le premier patient à opérer, déjà un bel exemple de cette coopération interétablissement, puisque, comme l'a dit déjà Francine et Stéphane, la chirurgie d'épilepsie, c'est un réseau, c'est pluridisciplinaire, c'est une structure, c'est un ensemble d'établissements, de services, c'est une filière de soins, etc. Donc, Nathan avait une épilepsie depuis l'âge de 6 ans. Il a été opéré à 17, donc c'est assez long. Pendant 11 ans, il était épileptique. J'espère qu'il ne l'est plus maintenant, enfin depuis 6 mois en tout cas, il l'est plus. Il était porteur d'une petite malformation qu'on voit, vous avez des flèches blanches sur les deux clichés au milieu. On voit cet épaississement du cortex et sa couleur qui est un peu différente de celle des autres couches corticales, avec le petit trait qu'il a réuni au ventricule et qui montre le caractère congénital malformatif de cette lésion extrêmement épileptogène. Le G montre aussi la localisation. Et on a pu l'opérer. Donc, notre premier patient opéré, c'est quand même du côté gauche, dominant. C'est la partie profonde de son cerveau, puisqu'on est sur la structure anatomique qu'on appelle l'insula. L'intervention s'est bien déroulée, il va bien. Et tout le monde est très content. Je remercie en tout cas tous les membres des équipes qui nous ont fait confiance et avec qui on a pu préparer et réaliser cette intervention. On a fait d'autres depuis, je crois 6 ou 7 autres depuis. Et le programme va continuer. Et on va mettre en place l'enregistrement invasif. Diapositive suivante. Puisque qui dit chirurgie dit en fait deux choses différentes. L'exploration, d'une part, par la mise en place des électrodes intracérébrales pour enregistrer les crises, et deuxième phase, qui est un peu le tournant dans l'histoire des patients, qui est l'acte chirurgical lui-même, qui fait appel encore aujourd'hui au standard qui est essentiellement le retrait, donc la résection de la lésion qui est responsable des crises d'épilepsie, qui peut aussi, dans certains cas, être une destruction focale par des techniques physiques, et puis dans de nombre un petit peu moins important de cas, une modulation, en tout cas cérébrale profonde, de ces structures. Alors, puisqu'on est aussi dans la thématique des malformations cérébrales, eh bien, la dysplasie corticale focale en est une.
vous voyez de ces 20 dernières années, elle a pris une énorme ampleur, en ce sens qu'on la détecte mieux, on la traite mieux, et c'est un des vrais progrès réalisés par la chirurgie. Puisque 17%, c'est beaucoup, c'était quelques pourcents il y a une vingtaine d'années. Et c'est la meilleure indication, c'est la meilleure étiologie des épilepsies. On peut la guérir dans près de 90% des patients, ce qui est énorme. C'est encore mieux que l'épilepsie temporale, à condition qu'elle soit détectée, bien mise en évidence sur les différentes modalités d'imagerie et retirée, réséquée, en tout cas pour la plupart des cas, de façon sécuritaire, puisque on l'a démontré qu'il n'y a pas de cortex fonctionnel à l'intérieur de ces malformations, même si elles se trouvent pour plus de la moitié d'entre elles dans une région qui est dite fonctionnelle, et singulièrement la région de la motricité. On peut l'opérer sans séquelles motrices permanentes. Diapositive, je crois que c'est. Alors, je peux vous montrer. Donc, tout en haut, l'image du haut, c'est une exploration SEEG. Donc, c'est la mise en place d'électrodes avec un environnement radiologique et puis un bras asservi, robotisé, qui permet de faire des trajectoires multiples, de mettre des électrodes en profondeur, et on va donc enregistrer les crises de là où elles naissent et étudier leur propagation dans l'espace et dans le temps. Et quand il n'y a pas une lésion simple qui est visible en imagerie, ça donne des informations pertinentes pour planifier un geste chirurgical qui se fait patient par patient et à la carte. Au milieu, c'est un cerveau. On est dans la région post-centrale et on dissèque progressivement jusqu'à arriver au fond d'un sillon où se trouve la malformation sans créer de dégâts. L'image du bas, c'est une reconstruction 3D, une petite flèche verte que vous ne voyez peut-être pas très bien. C'est un petit sillon secondaire branché sur le sillon central. La motricité de la bouche en IRM fonctionnelle correspond à la petite tache bleue. La petite tache rouge, c'est la mobilité de la main. Donc l'idée, c'est de retirer au fond de ce sillon-là la malformation sans toucher à ces structures, ce qui est parfaitement possible de faire, et avec un résultat parfait. Je vous qu'on a opéré il y a 7 ou 8 ans, il est guéri, et sans aucune séquelle permanente. Voilà, alors cette activité de chirurgie, ce n'est pas seulement une activité de soins chez les patients, c'est des programmes de recherche, c'est toute une activité universitaire autour de cela, l'enseignement, la formation, des projets. Et évidemment, on a très, très envie de travailler avec Stéphane et son équipe et d'autres encore dans cet institut du cerveau de l'enfant qui est mis à disposition de nos établissements. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup. Donc, on a la chance d'avoir le témoignage d'une patiente qui est Charlène Jeunet et à qui on passe la parole. Alors. Bonjour. Du coup, moi, j'ai été opérée en 2015 par Dr Chassou et professeur Deveau à Sainte-Anne. J'ai été malade depuis l'âge de 4 ans avec un début de pharmacorésistance qui a commencé à l'adolescence quand on m'a changé la dépakine contre un traitement compatible avec la fertilité. Suite à ça, j'ai été suivie par un neurologue en province qui connaissait visiblement pas les interventions chirurgicales parce qu'il m'a préparée psychologiquement à mourir avec ma maladie. Il me l'a dit comme ça. Donc, le jour où je suis arrivée à Paris et que j'ai rencontré Francine, vous imaginez bien ma grande surprise quand elle m'a dit que je pouvais être opérée. Ça a été pour moi un peu le début du chamboulement. L'intervention s'est très très bien passée. Je dis toujours que c'était le premier jour du reste de ma vie parce que clairement j'étais même pas stressée tellement je pensais à tous les avantages de la nouvelle vie plutôt que j'allais avoir derrière. J'avais vraiment aucun stress. Les suites post-opératoires se sont super bien passées. On a arrêté le traitement en 3 ans parce que j'avais quand même une dose assez élevée de l'amygdale et Keppra due à la pharmacorésistance justement. Et pour revenir à ce que énonçait Francine tout à l'heure par rapport à la difficulté de passer de personnes malades à personnes saines, moi je l'ai clairement vécu, mais étrangement ça a commencé un peu plus de 3 ans après l'intervention. Après l'arrêt de mon suivi, finalement, jusqu'ici tout allait bien. C'est comme si, voilà, après l'arrêt du suivi, mais que c'est moi qui ai décidé d'arrêter le traitement parce que je m'en sentais capable, donc que j'ai décidé en accord avec Francine. C'est comme si, voilà, j'avais été lâchée dans l'arène et que j'ai perdu tous mes repères. J'ai vraiment été déstabilisée, mais de façon totalement inconsciente, c'est-à-dire qu'il m'a fallu quelques années de thérapie pour me rendre compte que la source de mon mal-être était ça, en fait. Voilà, quand vous naissez avec une maladie, surtout à l'âge de 4 ans, pour moi, c'était normal d'être malade.
C'était normal de voir des médecins très souvent. C'était normal de passer des week-ends à l'hôpital. C'était normal de prendre un traitement. Et quand toutes ces choses normales pour vous s'arrêtent, ben, en fait, vous vous dites, mais finalement, je suis qui? Je suis quoi? Et il y a aussi, je dirais, ce contraste où, comme le disait aussi Francine, quand vous prenez les traitements neuroleptiques, vous êtes un peu diminué dans le sens de vos capacités à cause de la fatigue. Voilà. Vous le disiez aussi, Monsieur Auvin, par rapport aux effets vraiment sur les capacités aussi, les capacités, j'ai envie de dire, par rapport à l'école, les capacités scolaires. J'ai jamais été bonne élève, j'ai toujours été à la limite, j'ai même redoublé, enfin voilà. Et quand vous êtes guéri et que vous arrêtez tout ça, ben, en fait, vous découvrez vos capacités. Et ça, pour moi, ça a été hyper perturbant aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau marchait super bien. Et ça, j'avais vraiment pas l'habitude. Et on me le disait au travail, on me disait, mais ton cerveau, il marche vite, enfin, c'est incroyable. Les gens le relevaient parce que je pense que du coup, après avoir été freiné pendant 20 ans, il s'est dit, waouh, je suis enfin libre, alors je fonce. Et du coup, c'est vrai que c'est très perturbant aussi parce qu'on ne sait plus trop qui on est finalement, parce qu'on est quelqu'un de différent d'avant et que c'est très perturbant. Donc, tous ces éléments m'ont un peu fait perdre pied. Aujourd'hui, je suis totalement remise et ça y est, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais de quoi je suis capable. Mais c'est vrai qu'en tant que patient, on ne pense pas à tout ça quand on va se faire opérer. Comme je vous le dis, j'avais aucun stress. J'avais entièrement confiance en mes chirurgiens. Et jamais j'aurais imaginé, et je pense qu'eux non plus, parce qu'à l'époque, j'étais tellement épanouie parce que j'avais fini par accepter ce que j'étais, que j'étais vraiment bien, j'étais posée psychologiquement, j'étais heureuse. Donc, j'aurais même pas, moi, douté tout ce revirement de situation. Et finalement, ça a quand même eu lieu. Donc voilà, mon témoignage, je l'appuierais beaucoup là-dessus, sur ce côté quand on est patient, en fait. C'est comme si finalement, quand on nous opère de ça, on nous enlevait une partie de notre identité. C'est pour notre bien. Et moi, ça reste le plus beau jour de ma vie. C'est vraiment aucun regret de l'avoir fait. Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait, mais vraiment plus tôt. Parfois, je me dis que si j'avais rencontré un neurologue qui était un peu plus curieux, j'aurais pu être opérée beaucoup plus tôt. Donc, c'est peut-être parfois un petit peu le regret. Mais je recommencerai demain si c'était à refaire. Mais c'est vrai que voilà, c'est très perturbant. C'est très, très perturbant de se découvrir finalement comme on est à l'origine. Voilà, sans médicaments. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si la salle, les modérateurs nous entendent. Je n'ai pas l'impression. On n'entend pas la salle, Virginie. Je vous laisse peut-être reprendre la main. Vous nous entendez? Oui. Désolée. Peut-être qu'il y a une question qui vient d'apparaître sur le chat. Avant que vous repreniez la main, Michael et Gérard, voilà, il y a un remerciement pour votre témoignage et je confirme qu'il est très, très précieux pour nous et les équipes médicales et paramédicales. Et il y a une question, qu'est-ce qui fait que vous n'ayez eu aucun stress autour de la chirurgie? Parce qu'en fait, le jour où je suis arrivée donc à Sainte-Anne, c'est le hasard qui m'y a menée. Je faisais mes études d'infirmière là-bas. Je suis vraiment arrivée, et je pense que Francine peut en témoigner, j'étais au bout de ma vie, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais à un stade de pharmacorésistance qui faisait que j'en pouvais plus. En fait, j'avais plus la force de rien. D'ailleurs, on avait initialement prévu ensemble de faire l'opération après mon diplôme d'état infirmier. Sauf que finalement, ma descente aux enfers, entre guillemets, a continué. On a avancé l'opération que j'ai fait pendant un de mes stages, donc que j'ai pu rattraper après parce que je ne pouvais plus attendre. Et du coup, tout simplement, il n'y a aucun stress parce que déjà, j'ai des chirurgiens, parce que c'est toujours mes chirurgiens, très rassurants, qui me parlaient de ça vraiment comme s'ils allaient m'enlever les dents de sagesse. Je ne peux pas vous dire
quand j'étais en phase 2 en consultation, j'avais une sérénité parce que ils maîtrisaient leur sujet, ils savaient de quoi ils me parlaient. Et en fait, leur sérénité face à mon cas, entre guillemets, je l'ai totalement absorbée et ça m'a rendue sereine. Et puis après, il y a un peu de temps qui se passe entre la décision d'opérer et l'opération. Et pendant tout ce temps, en fait, je me suis imaginée, mais tu réalises, tu vas plus avoir de traitement, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas pouvoir faire parce que j'ai toujours eu envie, par exemple, de partir vivre quelque temps à l'étranger, mais je me disais, mais c'est impossible parce que sans médicaments, j'aurais jamais les moyens de les payer ailleurs. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui vous sont interdites toute votre vie et d'un seul coup, c'est comme si tout était possible. Et ça donne une force qui fait qu'en fait, j'ai absolument pas eu peur. Bon, j'ai quand même eu le droit au Xanax et je pense que ça m'a peut-être fait du bien avant l'intervention, mais vraiment, j'étais vraiment sereine et ça, mes proches me l'ont dit. Mes parents étaient 10 fois plus stressés que moi. Moi, j'avais confiance en mes chirurgiens et quand on a confiance en ses chirurgiens, je suis persuadée que c'est une bonne base de non-stress pour une intervention. Un grand merci pour ce magnifique témoignage. On va poursuivre notre rendez-vous neurosciences avec le ZAPIX et cette nouvelle technologie pour la radiochirurgie tête et cou, avec la présentation du professeur Sébastien Froelich, le chef de service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière. Donc pour passer, je suis obligé de passer par le... Si, ça marche, regardez. Écoutez, bonjour à tous et merci pour cette opportunité de parler de ce projet qui est important pour le site de Lariboisière, pour le service de neurochirurgie, pour l'ensemble du GHU. Donc la radiochirurgie, c'est quoi? Écoutez, c'est une technique de traitement d'un certain nombre de pathologies, le plus souvent des tumeurs, qui a été inventée initialement par un neurochirurgien dans les années 60, qui n'a en fait rien à voir avec la neurochirurgie en tant qu'acte chirurgical où on démarre par un bistouri. C'est une technique d'irradiation qui consiste à faire converger plein de faisceaux sur une cible définie, ce qui fait que la dose sur cette cible est particulièrement importante et la dose que subit le cerveau et les structures autour, par contre, est très faible puisqu'il n'y a qu'un seul faisceau avec très peu de doses qui traverse ces structures. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle radiochirurgie, parce que la précision balistique ressemble un peu à la précision que peut avoir un chirurgien quand il opère une pathologie intracrânienne. Donc, c'est une modalité de traitement qui est devenue assez essentielle en neurochirurgie pour pas mal de pathologies, pour des tumeurs localisées dans des régions profondes où il est assez dangereux ou en tout cas risqué d'aller l'enlever par la chirurgie. C'est une alternative qui offre clairement un confort important pour le malade. Tumeurs de la base du crâne, c'est un peu la spécialité du service de Lariboisière. Les tumeurs de l'hypophyse, c'est aussi une modalité de traitement pour des tumeurs situées dans le cerveau, notamment les métastases cérébrales. C'est une modalité de traitement pour les malformations vasculaires, les malformations artério-veineuses. Ça permet d'éviter le traitement endovasculaire qui est parfois à risque. Ça permet d'éviter bien sûr la chirurgie qui est également à risque. C'est utilisé aussi pour certaines douleurs, notamment les névralgies essentielles, les névralgies trigéminales, qui sont des douleurs assez effroyables. Et c'est une alternative thérapeutique à la chirurgie ou à la thermocoagulation. Ça s'utilise également pour des pathologies fonctionnelles comme la maladie de Parkinson, le tremblement essentiel. Et ça s'utilise sur l'épilepsie. C'est des choses qui sont un peu en développement. Et d'où l'intérêt aussi, bien sûr, de partager cette activité avec les épileptologues qui nous ont rejoints.
Donc, c'est une technique qui est encore assez peu utilisée en Europe. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements dédiés tête et cou de radiochirurgie. La France est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Et donc, voilà, un projet comme celui-ci vient combler un certain vide dans l'offre de traitement de radiochirurgie. Il y a 4 centres actuellement en France qui proposent une radiochirurgie dédiée tête et cou avec un équipement qui s'appelle le Gamma Knife. C'est Lille, Paris à la Pitié-Salpêtrière, Toulouse et Marseille. Marseille étant un assez gros centre. Il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Jean Régis qui a été un des grands artisans du développement de la radiochirurgie en France et à l'international. Donc là, les fondements de ce projet médical, c'est tout d'abord des forces en puissance au sein du GEHU qui traitent les pathologies pour lesquelles la radiochirurgie est une modalité thérapeutique importante. Il y a bien sûr, nous, à Lariboisière, la neurochirurgie, mais également les neuroradiologues interventionnels, qui sont ceux qui traitent les malformations vasculaires, les ORL, qui, à Lariboisière, ont une activité base du crâne importante, donc ont pas mal de pathologies qui sont susceptibles d'être traitées par cette modalité thérapeutique. La douleur avec le service d'Alain Seri et de Vianney Mourmand qui vient de reprendre la direction du service, et les neurologues qui ont aussi des pathologies vasculaires comme les cavernomes qui pourraient à l'avenir devenir une indication privilégiée de radiochirurgie. Il y a l'hôpital Saint-Louis avec un environnement d'oncologie assez fort, donc beaucoup de patients porteurs de métastases cérébrales et donc qui sont susceptibles également de nécessiter de la radiochirurgie. Il y a l'hôpital Beaujon avec la neurochirurgie qui a des activités assez proches des nôtres, un peu moins thématiques base du crâne et neurovasculaires, mais des tumeurs cérébrales qui nécessitent de la radiochirurgie. Donc à Lariboisière, l'activité historique du service, c'est effectivement la chirurgie de la base du crâne, une activité qu'on partage avec le service d'ORL. On a un recrutement assez large avec des patients qui viennent d'un peu partout en France, mais aussi à l'international. À peu près 20% de nos patients dans cette thématique viennent de régions hors de l'Île-de-France. On a une spécificité assez unique en Europe et au monde dans le traitement d'une tumeur rare qui s'appelle le chordome, les chondrosarcomes également. Il y a 60 nouveaux cas en France chaque année et on opère à peu près la moitié de ces nouveaux cas français. Donc, on a une grosse expertise. Et là aussi, pour cette tumeur, la radiochirurgie serait clairement un apport tout à fait essentiel, notamment dans les récidives. On a une organisation autour de la base du crâne assez forte. On anime une RCP nationale base du crâne depuis environ 2 ans. Le service d'ORL aussi est centre de référence pour ces pathologies rares. La chirurgie de la base du crâne, en quoi ça consiste? Ça consiste à aborder, accéder, enlever des lésions qui sont situées pas dans le cerveau, mais sous le cerveau. Et vous imaginez que le cerveau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut écarter ou en tout cas déposer sur la table et remettre à la fin d'intervention. Donc, il faut se frayer un passage à travers les régions de la face, les structures qui contiennent le système de l'audition, le rocher, la charnière crânio-cervicale. Donc, il y a une marge d'approche, une phase d'approche qui peut être parfois très longue pour accéder à ces tumeurs qu'il faut ensuite enlever dans des corridors très, très petits. Donc, c'est une chirurgie assez technique, assez longue, qui nécessite un plateau technique solide. C'est ce qu'on a à Lariboisière. Des réanimations fortes, des neuroradiologues qui sont costauds, des neurologues qui nous accompagnent, des neuroradiologues interventionnels qui nous accompagnent aussi pour emboliser certaines de ces tumeurs en préopératoire. On utilise la chirurgie, mais aussi les systèmes de visualisation tels que l'endoscope, qui utilisent parfois les voies naturelles comme les fosses nasales pour accéder à ces tumeurs. Alors, certaines de ces tumeurs sont aujourd'hui traitées par radiochirurgie et ça permet parfois d'éviter, pour une tumeur comme celle-là, qui est un méningiome, une intervention de 7-8 heures avec des risques qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est un méningiome parfaitement traité aujourd'hui par de la radiochirurgie. Ça, c'est un autre exemple de méningiome de la base du crâne, situé dans le sinus caverneux, cette région dans laquelle convergent les nerfs qui vont vers l'œil pour la vision, la motricité de l'œil, la sensibilité de la face.
La chirurgie permet d'enlever la partie qui est à l'extérieur de ce sinus caverneux, c'est ce qui est souligné en rouge, et le reste de la tumeur qui est dans le sinus caverneux, qui reste après l'intervention chirurgicale, c'est une indication parfaite pour la radiochirurgie qui évite que cette tumeur repousse à l'avenir. Les contrôles à moyen et long terme de la radiochirurgie sont bons. On a aujourd'hui plus de 30 ans de recul sur cet appareil et on sait que le contrôle à long terme est bon. L'autre indication privilégiée, c'est les malformations vasculaires. Ça, ce sont des pathologies qui sont traitées par les neuroradiologues interventionnels, les neurologues et les neurochirurgiens. Lariboisière a une très forte compétence historique dans ce domaine-là, sur la malformation artério-veineuse, une des grandes études qui a permis d'apporter des conclusions sur les stratégies thérapeutiques de ces lésions est née à Lariboisière. La radiologie interventionnelle, la neuroradiologie interventionnelle est née à Lariboisière. Michael, tu ne me contrediras pas, avec Jean Jean. C'est vraiment un centre historique dans ce domaine-là. Un des outils thérapeutiques, c'est la radiochirurgie. Il est urgent que les experts dans ces pathologies-là puissent avoir recours facilement à cette modalité thérapeutique. Il y a aussi toute la neuro-oncologie, donc les tumeurs cérébrales, intracérébrales, notamment les métastases. Entre Lariboisière, Beaujon, Saint-Louis, on a quand même beaucoup de patients qui sont susceptibles d'être traités par cette technique de radiochirurgie. Et là aussi, il est urgent que sur le nord de Paris, on puisse avoir un recours facile à cette technique. Donc, c'est un projet qui est très transversal, vous l'aurez compris. C'est porté par le service de radiothérapie. On ne peut, de Saint-Louis, on ne peut pas utiliser cet appareil en tant que neurochirurgien sans que ce soit les radiothérapeutes qui soient à la manœuvre. C'est de la radiothérapie. Les neurochirurgiens n'y connaissent rien en termes de physique. Ce n'est pas notre domaine. Donc, la force de ce projet, c'est que ce sera une extension du service de radiothérapie de l'hôpital Saint-Louis du professeur Hennequin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui nous écoute peut-être. Donc, c'est son service qui va porter cet équipement et son fonctionnement. Les neurochirurgiens seront là pour apporter leur expertise dans la connaissance de la maladie, l'indication et le contourage de la lésion. On est dans des zones anatomiques extrêmement complexes et vous comprenez bien qu'il est important, puisque cette technique repose sur une précision balistique optimum, il est important que le neurochirurgien puisse bien dessiner le contour de la cible sans dépasser, puisque tout autour de cette cible, il y a des structures très critiques, comme le nerf optique par exemple, qui ne supporteraient pas que la dose déborde sur ces structures. Donc voilà. C'est un projet aussi coporté par les deux services de neurochirurgie du GHU, Lariboisière qui sera plus sur les thématiques base du crâne, malformation vasculaire, douleur, épilepsie, mais aussi tumeur cérébrale, et l'hôpital Beaujon, le service du professeur Deck, sera plus tourné vers le traitement des lésions intracérébrales. Encore une fois, le service de radiothérapie sera à la manœuvre, ce qui assurera la sécurité de l'utilisation de cet appareil. Donc voilà, l'idée est de créer vraiment un centre expert de radiochirurgie dans le nord de Paris. On a les patients, on a l'expertise de ces pathologies complexes pour lesquelles la radiochirurgie est devenue un outil indispensable. Il faut qu'on ait cet appareil, on va l'avoir pour pouvoir passer à l'étape supérieure dans la gestion de ces patients. Donc, notre administration a été assez exceptionnelle dans les moyens qui ont été apportés pour ce projet. Vous voyez que c'est beaucoup de personnel en plus, de médecins, de manipulateurs radio, de physiciens. Tous ces postes ont été alloués par notre administration, donc tout est prêt pour assurer le fonctionnement de cet équipement. Les équipements de radiochirurgie actuels disponibles, vous en voyez des images. En haut à gauche, c'est le Gamma Knife. Ça fonctionne avec des sources au cobalt qui posent pas mal de soucis. D'un point de vue écologique, le cobalt, ce n'est pas vraiment extraordinaire par les temps qui courent. C'est aussi des sources qu'il faut renouveler régulièrement, donc ça pose de plus en plus de problèmes. Donc, c'est des appareils qui n'ont pas forcément, en tout cas, qui peuvent avoir des difficultés d'implantation. Il y a le CyberKnife, qui est un appareil plus polyvalent, qui permet de faire de la radiochirurgie tête et cou, mais aussi d'autres organes,
avec néanmoins une perte de précision au niveau de la tête et du cou. Et nous, on a besoin de précision pour les pathologies compliquées de la base du crâne, notamment, qu'on a à traiter. En bas à gauche, c'est le ZAPIX, c'est l'équipement qui nous intéresse. Et en bas à droite, c'est un appareil de radiothérapie fractionnée, mais qui peut être aussi utilisé pour de la radiochirurgie, c'est le Novalis. Donc, pourquoi le ZAPIX nous intéresse particulièrement? Parce que ça ne nécessite pas de bunker. Construire un bunker, ce n'est pas évident dans l'environnement de la Rivoisière, avec des bâtiments historiques, classés, enfin toutes les difficultés qu'on peut imaginer à construire un bunker. Ça ne nécessite pas de cobalt et la précision est, est tout à fait optimum pour les objectifs qu'on se fixe. Ça, c'est une diapositive un peu compliquée qui compare les différentes modalités de traitement. Et point par point, on voit que le ZAPIX est quand même une avancée technologique importante. On va développer cette activité avec les collègues de l'Institut de radiothérapie Hartmann, avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années, avec des parcours de soins assez compliqués quand même, puisque les patients sont ici, envoyés à Hartmann, le radiothérapeute est assez loin du neurochirurgien, tout ça est assez compliqué. Donc l'idée, c'est de faire converger nos expertises, parce qu'on travaille avec eux depuis pas mal d'années, ils peuvent nous apporter des choses et réciproquement. L'idée, c'est d'organiser tout ça sur un seul site et de profiter aussi de leur historique dans ce domaine, profiter aussi de la poursuite d'une collaboration scientifique qu'on a depuis pas mal d'années. Autour de ça, bien sûr, il y a de l'enseignement et de la recherche. C'est pour ça que c'est un GHU avec un grand U à la fin. Donc, tout ça est prévu dans le projet. Beaucoup de spécialités vont être impliquées dans ces différents projets de recherche. C'est une très belle opportunité aussi pour les jeunes. Les neurochirurgiens aujourd'hui ne peuvent pas envisager l'avenir sans avoir une formation dans cette modalité de traitement qui est capitale pour pas mal de pathologies. Donc, voilà. C'est un beau projet. On attend le ZAPIX à la Rivoisière avec impatience. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors, on a peut-être juste le temps pour Alors, je me permets juste d'intervenir encore. Ce projet est aussi possible parce que nous avons fait venir ici à la Rivoisière en neurochirurgie le docteur François Nataf, qui est neurochirurgien, qui travaillait à Sainte-Anne et qui est expert depuis très longtemps dans le domaine de la radiochirurgie. Il a été un peu à l'origine aussi de la radiochirurgie en France, dans le sens où il a travaillé avec les premiers développeurs de cette technique en France. Il est neurochirurgien avec une expertise en radiochirurgie, donc il connaît la pathologie à traiter et il sait aussi comment la traiter par la radiochirurgie. Il n'est néanmoins pas radiothérapeute, donc il a absolument besoin des radiothérapeutes, mais c'est clairement un élément capital dans le développement de ce projet. On ne pourrait pas le faire sans lui. Il est actuellement peut-être sur les pistes de ski. On le voit, François est là. François, peut-être que tu peux dire un mot, si tu nous entends. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bon, je suis navré de ne pas être avec vous physiquement, mais enfin, le Mont Blanc, c'est pas mal que non plus. Je voudrais, bon, je pense, Sébastien, tu as à peu près tout dit. Moi, je voudrais remercier quand même immensément Vincent-Nicolas Delpech et Bénédicte Isabé qui ont poussé ce projet avec une énergie faramineuse. Également Christophe Hennequin et puis toute l'équipe de Hartmann, parce que c'est facile de travailler avec l'équipe de Hartmann, c'est facile de travailler avec Christophe Hennequin et on est ravis de pouvoir partager avec eux par la suite. Un petit mot quand même sur la Rivoisière, parce que la Rivoisière, on ne le sait peut-être pas, mais la Rivoisière était à l'origine de la radiochirurgie en France. La radiochirurgie en France a commencé avec l'hôpital Sainte-Anne et l'hôpital Tenon, mais c'était à la demande du professeur Merlan. Peut-être certains d'entre vous ont connu le professeur Merlan, qui était le patron de la neuroradio interventionnelle, qui a initié un développement faramineux des techniques de neuroradiologie interventionnelle. Et monsieur Merlan cherchait à traiter ces malformations artério-veineuses profondes qui n'étaient pas embolisables, qui n'étaient pas traitables par la chirurgie. Et ça a été le point de départ de la radiochirurgie. Au début, on n'irradiait que des malformations artério-veineuses cérébrales. Puis après, évidemment, ça s'est diversifié parce qu'on a vu que cette technique était applicable à d'autres pathologies. Sébastien a parlé de la radiochirurgie, de son utilité. Bon, en gros, c'est une alternative ou un complément à un geste chirurgical. Et juste un petit mot pour insister sur le complément à l'activité chirurgicale. Bon, assez souvent,
la radiochirurgie est utilisée pour traiter des reliquats, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu retirer toute la tumeur, et ce qui reste, on le traite par radiochirurgie afin d'éviter une récidive. Ça, Sébastien l'a très bien dit. Notre façon de voir la radiochirurgie est un peu différente, c'est-à-dire que notre souhait est de pouvoir définir à l'avance quel sera le volume de la tumeur qui sera traité par radiochirurgie, mais on le définit à l'avance. Ce qui fait que le geste chirurgical, qui est souvent extrêmement long pour des tumeurs de la base du crâne, peut être réduit, ce qui permet également de diminuer les risques liés au geste chirurgical. Et on sait très bien à quel moment on doit s'arrêter pour pouvoir permettre le geste de radiochirurgie. Et tout ça est prévu à l'avance plutôt que être finalement fait par contrainte sur un reliquat qu'on n'a pas pu retirer. Et puis, finalement, quand on voit tout ce qui a été dit, bon, on est dans la même lignée d'une transversalité, interspécialité, ça c'est très clair, et puis interétablissement également. Hein, ça semble être la ligne directrice hein, de ce qui se passe au GHU. Moi, quand je suis parti de Sainte-Anne, c'est pas forcément évident de partir d'un hôpital où on est resté assez longtemps. Et finalement, je suis tout à fait conforté quand je vois la dynamique du GHU et la grande transversalité. Merci beaucoup François. Malheureusement, on est tenu par le temps, on déborde, c'est vraiment passionnant. Donc il y aura d'autres questions, mais en dehors de ce rendez-vous-là. Merci encore et donc on enchaîne. Merci. Après ce très beau témoignage de Charlène, auquel on apprend à la fin de l'infirmière, je présente 3 infirmières devenues infirmières de pratique avancée. Les premières d'une longue série de faire et qui vont nous parler de leur prise en charge, leur nouvelle prise en charge en tant qu'infirmière de pratique avancée. Merci beaucoup de cette invitation pour le rendez-vous du GHU. Donc, nous allons vous présenter, Séverine, Elena et moi-même, une partie sur la pratique avancée et puis nos rôles spécifiques au sein du GHU et aussi par rapport aux neurosciences. Donc, la pratique avancée s'est mise en place en partant d'un contexte tout d'abord social avec des disparités d'offres de soins, avec la recherche d'une amélioration de l'accès. Il y a aussi l'évolution socio-démographique, le vieillissement de la population et aussi de nombreuses maladies chroniques. D'autre part, il y a aussi le contexte professionnel où des infirmiers et infirmières cherchent à développer leurs compétences, à approfondir les soins infirmiers et leurs pratiques cliniques. Et puis aussi, il y a l'évolution de la pratique médicale. Voilà, il y a la fermeture aussi de lits d'hospitalisation et le développement de prise en charge en ambulatoire. Et donc, le rôle des infirmiers en pratique avancée permet ce suivi de pathologies chroniques et de prise en charge complexe. Le cadre légal, c'est la loi de janvier 2016 avec la modernisation de notre système de santé. Et en fait, petit à petit, c'est inscrit le décret qui date de 2018 et qui est relatif à l'exercice de la pratique avancée et qui développe les compétences, le référentiel et la formation dont va vous parler Séverine ensuite. L'objectif des infirmiers en pratique avancée, c'est d'améliorer l'accès aux soins, la qualité des soins, d'améliorer le parcours des patients, de permettre aussi la coordination. On a vu avec le témoignage, peut-être qu'il y aurait pu avoir un relais aussi neuropsychiatrie dans la prise en charge psychologique ou le suivi de post-chirurgie. On l'a évoqué aussi avec la neurochirurgie en pédiatrie, le rôle des IDE coordinatrices et des IPA. Voilà. Et l'exercice clinique est régi par un protocole d'organisation entre un médecin et les IPA afin d'avoir les conditions de suivi des patients. Donc, la formation pour devenir infirmière en pratique avancée est accessible dès la sortie de l'Institut de formation infirmière. Néanmoins, il faut quand même avoir pratiqué 3 ans minimum en tant qu'infirmière pour pouvoir pratiquer ensuite en tant qu'infirmière en pratique avancée. La formation, c'est sur 2 ans. C'est une année commune pour approfondir les sciences
les sciences infirmières et les bases de la clinique. Et une autre année qui est organisée selon le domaine d'intervention choisi. Donc, il y a 5 domaines d'intervention. Il y a pathologie chronique stabilisée et soins primaires, oncologie, maladie rénale, dialyse, psychiatrie santé mentale, urgence. Et une liste de pathologies chroniques stabilisées est mentionnée dans le décret. Donc, on peut voir AVC, la maladie d'Alzheimer, autre démence, maladie de Parkinson, épilepsie. Donc, on voit que quand même les neurosciences sont bien représentées. Super. Alors concrètement, on peut identifier 4 grands rôles des infirmières en pratique avancée. Il y a un rôle clinique, comme l'a dit Camille, qui se fait dans le cadre d'un protocole d'organisation, hein, c'est-à-dire qu'une IPA ne peut pas avoir de patient en première intention. Le patient est toujours dirigé par un médecin. Et dans le cadre de son rôle clinique, l'IPA peut conduire des entretiens, faire les anamnèses, les examens et les évaluations cliniques, peut effectuer des actes techniques, des actes de suivi, prescrire des thérapeutiques non soumises à prescription médicale obligatoire, renouveler des ordonnances avec adaptation ou non des posologies, orienter les patients vers les professionnels concernés, faire de l'éducation, de la prévention et du dépistage. L'IPA a également un rôle dans l'organisation des parcours de soins, dans l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles et également dans la recherche et notamment dans l'acculturation scientifique des équipes soignantes. Donc, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que du coup, les missions de l'IPA vont être développées en fonction des besoins des services et des attentes institutionnelles. Donc là, je vais me joindre maintenant à ma collègue Elena pour vous présenter nos missions un peu plus concrètes tout au long du parcours du patient en post-AVC. Donc là, vous pouvez voir sur votre gauche la victime d'AVC et la prise qui va un peu imaginer son parcours. Donc le contexte actuel, c'est, bon, ça je pense que tout le monde le sait, l'AVC c'est une urgence, il faut aller vite, chaque minute compte et pour ça du coup il faut quand même que nous soyons bien organisés en amont pour ne pas perdre une minute. Dans ce contexte d'innovation thérapeutique, toujours constante grâce à la recherche clinique, à ce jour, être hospitalisé en unité de neurologie vasculaire, ça reste le meilleur traitement pour le patient, car les équipes sont formées à la rééducation précoce post-AVC et à l'éviction des complications post-AVC. Donc, être hospitalisé dans une UNV, ça améliore le pronostic vital des patients et ça diminue la mortalité de 20 à 30%. Alors actuellement, effectivement, on a une diminution des effectifs soignants qui va entraîner une fermeture des lits et une délocalisation des patients dans d'autres services du GHU. Donc, à ce jour, quand un patient fait un AVC en intra-hospitalier, si tu peux passer, il va être hospitalisé en unité de soins intensifs de neurologie vasculaire et ou dans un service de neurologie et ou dans d'autres services du GHU ou bien rester aux urgences. Donc, les missions de l'IPA à ce stade-là, donc à la phase aiguë de l'AVC, vont être de veiller au maintien de la qualité des soins et à l'optimisation des parcours des patients, de maintenir une communication adaptée et une cohésion d'équipe, de transmettre les nouvelles recommandations scientifiques ainsi que d'accompagner la mise en pratique, et tout ça en collaboration avec les neurologues, avec les cadres de DNU, les cadres de santé, les cadres experts et l'équipe pluriprofessionnelle. Donc, moi concrètement, je suis à l'initiative et je coordonne un programme de formation hebdomadaire auprès des équipes et j'assure également la mise en pratique de ces apprentissages théoriques par du compagnonnage clinique. Je participe également à un groupe de réflexion sur les réorganisations des parcours patients. Je reste à l'écoute de mes collègues au niveau des idées, des questionnements, des difficultés. Je relais l'information aux personnes concernées et j'accompagne la mise en place d'actions. Je participe et je communique lors de congrès. J'effectue des veilles bibliographiques. J'interviens à l'université dans le cadre du diplôme d'état d'infirmière en pratique avancée et du diplôme interuniversitaire pathologie neurovasculaire que je co-coordonne également. Je participe à des groupes de réflexion scientifique et j'accompagne la rédaction de protocoles de soins. Après l'hospitalisation, des modalités de sortie différentes pour nos patients. Donc, ils peuvent être institutionnalisés pour ceux dont le maintien à domicile n'est plus possible. Pour les handicaps lourds, ils sont réorientés vers les services de rééducation et le domicile pour les patients qui ne présentent pas de déficit majeur. Voilà.
Donc, le contexte actuel, ce sont les délais de séjour allongés par le handicap et le manque de place dans les services d'MPR. Et par conséquent, probablement des retours à domicile précoces ou pas pour certains patients présentant des déficits mineurs. Les patients sont revus à 3 mois après leur événement neurovasculaire et ma mission en tant qu'IPA est d'avoir un lien par téléphone souvent avec les patients dans cette phase intermédiaire entre la sortie d'hospitalisation et la première consultation à 3 mois pour pouvoir identifier les problématiques posées par les retours à domicile. C'est aussi le moment de faire le point avec les patients sur les traitements, le bon contrôle des facteurs de risque, l'apprentissage des automesures des tensions. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est préparée la consultation pluriprofessionnelle. Donc, l'idée étant d'optimiser le temps médical et que les patients puissent apporter tous leurs examens et qu'on puisse faire le point. Donc, voilà, l'équipe pluriprofessionnelle, elle est constituée de tous ces professionnels qui figurent sur le schéma, neuropsychologues, orthophonistes, assistants sociaux. Alors, je rappelle que la consultation pluriprofessionnelle elle fait partie du plan d'action AVC 2010-2014 régi par la DGOS et elles ont été mises en place par les ARS. Donc, cette consultation pluriprofessionnelle ne s'adresse pas que aux patients qui sont passés par les hospitalisations neuro, mais surtout pour les demandes externes, tout venant, que ce soit des services du GHU ou médecins traitants. Et l'idée, donc, c'est que cette consultation, elle peut être simple en sachant un intervenant médical ou intervenant paramédical ou complexe en fonction du nombre d'intervenants pluridisciplinaires. Pourquoi c'est important d'intégrer les patients en filière? Parce que l'objectif est d'évaluer la maladie vasculaire, d'améliorer la prévention secondaire, d'évaluer les problématiques vécues par le patient et l'entourage, accompagné à certaines démarches administratives comme la validation des permis de conduire et la réinsertion professionnelle. Voici un modèle de parcours où on pourrait intégrer les nouvelles missions qui sont les nôtres, alors à adapter et à moduler en fonction des besoins et de la spécificité du patient. Donc, on sait qu'actuellement, le délai d'attente pour une consultation de première ligne avec un neurologue, elle est dans un délai de 6 à 9 mois. On pourrait intégrer ces nouveaux professionnels dans le parcours de soins du patient pour justement améliorer, d'être complémentaires aux prises en charge et aussi améliorer ce délai de consultation de première ligne. Donc, toute cette richesse de parcours va pouvoir nous permettre de renforcer le lien ville-hôpital, l'interaction entre les professionnels hospitaliers et les professionnels de ville. Il en conviendra également de collaborer entre les différentes spécialités de la pratique avancée. Donc, en tant que référente en post-AVC, orienter les patients pour l'IPA qui s'occupe de la diabétologie ou autres pathologies. Voilà. Et lors de nos parcours académiques, nous avons aussi bénéficié d'une formation en sciences infirmières qui nous permet d'avoir un regard autre sur les problématiques médicales avec du coup la possibilité de stratégie d'amener le patient vers l'auto-soin. Et l'objectif, c'est l'autonomie face à la maladie. Merci Elena. Et du coup, moi, je vais vous présenter une IPA dans un service d'addictologie puisque je travaille à Fernand-Vidal dans le service du professeur Bélivier. Ma fiche de poste s'est appuyée sur le référentiel des IPA et j'ai donc pu développer plusieurs rôles. Donc, j'ai un rôle de consultation avec le protocole d'organisation dont on vous parlait, où je fais des consultations post-hospitalisation de personnes qui sont venues en sevrage et qui ont un délai trop important d'attente pour leur suivi, que ce soit pour des postes de cure, en hôpital de jour ou en consultation ou encore avec leur médecin traitant. Je suis aussi en consultation post-urgence car nous avons nous aussi rédigé un protocole de coopération avec des patients qui sont passés aux urgences de la Lariboisière ou de Saint-Louis et qui n'ont pas encore de parcours de soins. Et nous initions l'entretien avec une évaluation et nous permettons l'orientation vers un parcours de soins en addictologie. Je réalise aussi des consultations de tabac pour proposer des sevrages, alors avec une consultation initiale et de suivi, puisque les infirmiers sont prescripteurs des traitements substituts. Et je le fais pour des patients qui sont suivis en addictologie, mais aussi
pour les agents de la PHP, puisque grâce à la recréation du comité local de prévention du tabagisme, le CLPT, dont le président est le docteur Metelli, nous développons des stratégies afin de créer un hôpital sans tabac. Donc, cette stratégie se fait par des consultations pour les agents qui peuvent, sur leur temps de travail, se soigner, mais aussi en formant toutes les équipes prescripteurs, médecins, kinés, infirmiers, afin que la prise en charge du tabac soit de plus en plus importante. Je réalise aussi donc, des enseignements à l'université Paris-Cité et aussi auprès des patients sans la psychoéducation, des ateliers thérapeutiques. Et je me suis intégrée cette année dans le programme que réalise l'UTEP, dans les ETP, avec le programme à côté, destiné à des patients qui ont déjà réalisé de l'ETP et qui peuvent faire des modules transversaux. Et donc là, c'est sur la prise en charge du tabac. Oui. Je réalise aussi de la coordination, c'est très important. En fait, nous essayons de nous coordonner entre IPA grâce à la collégiale des IPA et aussi entre IPA comme aujourd'hui, de nous réunir afin d'améliorer le parcours de soins et aussi le rôle de recherche, donc la recherche en neurosciences, très important avec la publication d'articles en sciences infirmières, mais aussi en étant intégré dans les groupes de recherche avec, par exemple, le FHU Nord-Sud, coordonné par le professeur Borsman. Je vous remercie de nous avoir invités. Du sommeil dans la maladie de la corde de Lévy, donc avec un nouvel axe neurologique du GHU Nord, avec Claire Paquet qui est chef de service de neurocognition à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal et responsable de site qui va nous en parler. Merci Claire. Merci beaucoup. Donc on va faire rapidement. Si la diapo passe. Merci la flèche de Ah voilà. Donc pourquoi on parle de maladie à corde de Lévy? Ce n'est pas une maladie récente, ce n'est pas une maladie innovante, c'est une maladie qui a été décrite il y a plus de 100 ans, mais qui est fréquente, mais paradoxalement peu connue. Et pourquoi on en parle chez nous? Parce qu'on est la seule unité dédiée à la maladie à corde de Lévy en France, et donc on a un recrutement qui est national et qui commence un petit peu à être international. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est une maladie neuroévolutive. Il y a à peu près 200 000 cas estimés et on parle d'estimation parce qu'on n'a aucun chiffre, on n'a aucune base de données. Comme elle n'est pas déclarée en tant que telle comme une maladie de prise en charge à 100%, on n'a pas non plus les chiffres de la sécurité sociale. Donc, elle est au moins aussi fréquente que la maladie de Parkinson et elle est plus fréquente que la sclérose en plaques. Donc, comme toutes les maladies neuroévolutives, en fait, elles se caractérisent par des dépôts anormaux de protéines anormales. Et là, en l'occurrence, c'est l'alpha-synucléine et ça fait partie, cette protéine, de la même famille que ce qui dépose dans la maladie de Parkinson. Et j'ai mis un tout petit schéma rapide à droite, là, où on voit, en fait, ça, c'est l'extrémité d'un neurone. Donc, généralement, je dis que c'est la prise électrique du neurone, qui va aller transmettre des neurotransmetteurs aux neurones avec qui ils communiquent. Et puis, il y a des petites vésicules qui vont venir libérer leur contenu, en l'occurrence la dopamine, dans la fente synaptique. Et l'alpha-synucléine, et ici, elle va venir faire l'amorçage sur la membrane. Et en fait, quand elle s'accumule de façon anormale, eh bien, elle empêche la libération de la dopamine. Donc ça, c'est une vision très simple, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en théorie. Alors, pourquoi cette maladie est peu connue? Parce qu'en fait, elle est peu enseignée et surtout, jusqu'à très récemment, on n'avait pas de biomarqueurs dans les maladies neurodégénératives. Donc, toutes les maladies étaient un petit peu regroupées. Il y avait Alzheimer & Co. et maladies apparentées, comme on dit, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique. Et maintenant, clairement, il y a un démembrement beaucoup plus précis. Donc, le début de toutes ces maladies est insidieux. Donc, pour faire un petit peu peur à tout le monde, on dit généralement qu'il y a une phase silencieuse de 15 à 20 ans avant les premiers symptômes. Et là, entre le moment où les gens commencent à se plaindre et le moment où ils arrivent à la consultation qui apportera le diagnostic, il y a en moyenne 4 ans et demi, mais en gros, ça va de 6 ans à plus de 10 ans.
Donc, c'est une maladie qui, par sa présentation clinique, est compliquée parce qu'elle peut s'exprimer sous différents modes d'entrée. Donc, elle peut débuter par des symptômes moteurs, et ça ressemble dans ce cas à une maladie de Parkinson, et souvent, ils sont diagnostiqués maladie de Parkinson. Ça peut s'exprimer par une dysautonomie, et dans ce cas-là, souvent, ils arrivent chez le cardiologue. Ça peut s'exprimer par des troubles cognitifs, et dans ce cas-là, ils vont dans les centres mémoire ou en neurologie de ville ou chez les gériatres s'ils en ont l'âge. Ça peut s'exprimer par des symptômes psychiatriques avec des grands délires, des hallucinations, et parfois ils sont hospitalisés en secteur fermé, ou ils ont une sensibilité médicamenteuse, par exemple pour tous les psychotropes, mais aussi à l'induction en anesthésie, et parfois ils vont en réanimation après l'induction en anesthésie parce qu'ils font une hypotension sévère, et ça peut s'exprimer par des troubles du sommeil, et dans ce cas, ils arrivent chez Marie-Pierre en consultation sommeil. Donc, le diagnostic positif, pour l'instant, il reste très clinique. Il y a des examens paracliniques, mais qui ne sont pas suffisamment précis. Donc, on les développe actuellement dans notre équipe. Et puis, les traitements symptomatiques, malheureusement, on n'a pas de traitement curatif, mais on a des traitements symptomatiques qui ont une efficacité et qui ciblent les différents symptômes moteurs, cognitifs, psychiatriques, etc. Alors, pourquoi on s'intéresse aujourd'hui au sommeil? Et je pense que c'est à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des gros troubles du sommeil, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et quand on prend en charge ces troubles du sommeil, eh bien, on améliore considérablement l'évolution de la maladie et leur qualité de vie. Et je passe la parole à Marie-Pierre. Merci Claire. Vous avez sur la partie gauche, de cette diapositive, la classification internationale des troubles du sommeil, et sur la partie droite, les troubles du sommeil, les pathologies du sommeil qui sont présentes de façon fréquente chez les patients qui ont une maladie à corps de Lévy. Et vous voyez que les deux se superposent, c'est-à-dire que les apnées du sommeil sont particulièrement présentes, et pas seulement les apnées obstructives, mais également des apnées centrales par anomalie de la commande ventilatoire. La somnolence est très présente, mais c'est une somnolence syndromique du fait des autres pathologies, des troubles du rythme veille-sommeil, et on y reviendra juste après. Et puis les parasomnies, c'est-à-dire les activités motrices pendant le sommeil, sont à la fois prodromiques et pronostiques. Et en voici un exemple d'un patient qu'on a enregistré il y a 15 jours. Mince. Ce patient était adressé au centre du sommeil par son cardiologue parce qu'il était suivi pour une hypertension artérielle sévère et avait développé depuis quelques mois une hypotension orthostatique. Et en fait, il a tous les signes somnologiques d'une maladie neurodégénérative, et on l'a adressé à l'équipe de Claire. Alors, on vient de le voir, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. Ils concernent plus de 80% des patients avec différentes pathologies, et leur prise en charge à la fois en termes de retentissement pour les patients et pour l'entourage, c'est extrêmement lourd. Hein. Vous avez vu ce patient qui se débat et peut blesser son compagnon ou sa compagne. La prise en charge thérapeutique permet d'améliorer les autres symptômes, d'améliorer la vie quotidienne, et a probablement un effet sur l'évolution. Avant de passer la parole à Pierre, je terminerai sur cette image. Par exemple, on a vu dans la diapositive précédente un trouble moteur du comportement en sommeil paradoxal, mais la prise en charge des apnées du sommeil peut également améliorer ces parasomnies. Donc tout ça est très impliqué. Merci Marie-Pierre, merci Claire. Donc, moi, je suis psychiatre et médecin du sommeil, et les chronothérapies au sens large ont été très développées dans tout ce qui est troubles de l'humeur, donc dépression, troubles bipolaires, suicide, et c'est probablement une voie de médecine personnalisée. Alors, c'est très tarte à la crème, médecine personnalisée, mais vous allez voir, finalement, en fonction de ces différentes anomalies qui sont omniprésentes chez les patients à démence à corps de Lévy, eh ben, on a une piste très prometteuse de traitement en fonction de ces différentes dimensions dont Marie-Pierre a parlé. Alors, évidemment, il va falloir traiter les pathologies du sommeil lorsqu'elles sont présentes. Les apnées, il y a une prévalence jusqu'à 70%, donc c'est absolument colossal. Donc ça va à la fois impacter la maladie à corps de Lévy dans sa manifestation, dans son pronostic, dans son évolution, mais aussi toutes les comorbidités cardiovasculaires associées aux apnées, le syndrome des jambes sans repos, mouvement périodique du sommeil, donc cette pathologie la nuit,
l'ensemble des autres pathologies du sommeil associées, les parasomnies dont a parlé Marie-Pierre, dont il faudra traiter. Parfois, ces maladies aussi, notamment le syndrome du jambes sur l'épaule, le mouvement périodique du sommeil, sont des conséquences des traitements neurologiques donnés. Dans les mouvements du sommeil paradoxal, dont on vous a montré une vidéo, un des traitements de référence qui est donné est la mélatonine. On a participé à des recommandations internationales, y compris dans les synucléopathies, et il y a un niveau de preuve bon, avec une dose entre 3 et 12 mg, qui va à la fois diminuer la sévérité des blessures que les patients se font au cours de ces épisodes, et vous avez vu que c'est des épisodes très, très bruyants. Et des fois, ils sont hospitalisés en psychiatrie parce qu'ils ont frappé leur conjoint, parce qu'ils ont eu des troubles du comportement la nuit, et donc ils nous envoient en psychiatrie pour ça. On redresse le diagnostic par la suite. Et puis, ça va diminuer aussi la quantité de sommeil paradoxal, sans atonie, qui est cette phase de sommeil où apparaît évidemment ces troubles du comportement. La clonazépam, qui est aussi efficace, mais évidemment, il y a un effet dose avec un risque de chute chez des patients qui parfois sont âgés, donc c'est un maniement qui, des fois, est difficile. Un certain nombre de traitements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aggravent ces troubles du comportement au sommeil paradoxal, donc évidemment, il faudra être vigilant. Et puis, il y a plein d'autres pistes qu'on poursuit, et notamment se pose la question, dans la somnolence diurne excessive qui est omniprésente chez ces patients, c'est vraiment ce qui les embête au quotidien. Le patient dont je vais vous montrer un exemple, on avait suivi avec Claire, souffrait de somnolence, s'endormait, avait plus de vie du tout avec sa femme. En tout cas, il s'endormait dès qu'il y avait un épisode à la télévision, qu'il souhaitait suivre un film ou le théâtre. Il avait une diminution de ses activités de manière très importante, et puis avec un sommeil vraiment très perturbé. Donc, la place de ces traitements éveillants reste à être validée, et donc il y a un certain nombre d'études qu'on souhaite mener, qu'on souhaite faire. Il y a un niveau de preuve qui commence à apparaître pour le modafinil chez ces patients. Je vais vous donner un autre exemple d'une autre chronothérapie qu'on a utilisée efficacement chez ces patients, c'est la luminothérapie. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur les effets neurobiologiques de la lumière et par les différentes voies d'action, mais sur les 10 dernières années, on comprend beaucoup mieux les systèmes rétiniens et neuronaux et les effets de la lumière. Et chez ce patient-là, qui présentait des anomalies à la fois du sommeil et de dépression qui étaient assez importantes, on a commencé par 30 minutes de luminothérapie. Juste sur la droite, vous avez ici la luminothérapie matinale qui est exposée, qui a absolument modifié son sommeil, qu'il avait un temps total de sommeil augmenté, très fragmenté et de mauvaise qualité, pour retrouver un sommeil plutôt de nuit, moins fragmenté, et avec l'absence de sieste dans la journée. Quand on regarde les échelles, vous voyez que assez vite, donc vous avez ici, c'est l'unité de temps, c'est la semaine. En 4 semaines, on a eu une diminution des symptômes de sommeil avec une progression et une amélioration très nette. La somnolence diurne excessive aussi, qui là aussi a diminué, avec un patient qui nous disait très clairement pouvoir suivre des films avec sa femme. Il en était très heureux, et des symptômes de dépression, là encore, qui se sont très nettement améliorés. On a augmenté la durée d'exposition à la lumière et on a continué de gagner un petit peu. C'est un exemple, on en a fait, donc l'a publié parce que c'était tout à fait signifiant, et on pense que c'est une piste prometteuse dans la démence à corps de Lévy. C'est des stratégies qu'on a pu faire chez d'autres patients et pour lesquelles on aimerait développer des PHRC et d'autres projets entre nos services. Voilà. Merci beaucoup pour ce trio, encore une fois, cette belle multidisciplinarité entre neurologues, physiologistes et psychiatres, et d'avoir relevé le défi de la synthèse avec cette grande clarté. Merci beaucoup. Donc, c'est le moment de la conclusion avec le professeur Jean-Claude Carac, qui est notre président de CMEL à PHP Nord. Jean-Claude. Je suis présent. M'entendez-vous? Oui. Alors, me voyez-vous? Oui. Me voyez? Bah, c'est formidable. La technologie est avec nous. Donc, effectivement, merci de me donner la parole pour cette conclusion que je ferai au nom, ou en tout cas en association avec Philippe Prusniewski, avec qui je viens d'échanger et qui a suivi le webinaire, mais qui n'était malheureusement plus disponible pour conclure, et qui vous prie de l'excuser. Alors, moi, je ne vais pas faire de reproches sur la durée des présentations.
je vais faire au contraire des remerciements et des félicitations sur beaucoup d'aspects. Alors après, enfin, premièrement, évidemment, sur la qualité des présentations, la qualité de la science, la qualité des témoignages, la qualité des engagements individuels et finalement la qualité de la médecine telle qu'elle nous a été présentée. La deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est que finalement, on voit l'extraordinaire diversité et pluridisciplinarité de la prise en charge des maladies du cerveau, voilà, au sens le plus large. Et je sais évidemment parfaitement bien que ce webinaire n'a abordé, faute de temps, qu'une petite partie des maladies, des spécialités, des spécificités, des niveaux d'excellence qui existent dans nos hôpitaux autour des maladies du cerveau. Dans cette pluridisciplinarité, je pense que ce qui me frappe moi particulièrement, c'est d'abord le caractère adulte-enfant. Alors, on n'a pas eu la présentation sur tout ce qui se passe autour du neurodéveloppement, que ce soit sur des aspects physiopathologiques ou génétiques à Robert Debré, mais évidemment, je connais ces travaux et on voit finalement que ces travaux sont à la fois éclairés par les avancées de la médecine adulte et éclairent eux-mêmes les avancées de la médecine du cerveau de l'adulte. Donc il y a là un premier aspect de multidisciplinarité qui est extrêmement important. Et là où traditionnellement la neurologie pédiatrique ou le cerveau de l'enfant était quand même très séparé de la neurologie adulte, on voit que le GHU et la dynamique telle qu'elle est montrée là associe les choses. La deuxième multidisciplinarité, elle est extrêmement forte autour de la neurochirurgie et de la radiochirurgie. C'est vrai que traditionnellement, il y avait la neurologie médicale et l'épilepsie en est un exemple très important. Et là, finalement, on voit et on sait maintenant depuis longtemps que finalement, l'épilepsie, c'est aussi de la neurochirurgie avec des résultats qui sont assez totalement extraordinaire de pouvoir se passer de médicaments alors qu'on a passé 20 ou 25 ans de sa vie avec des médicaments qui ont leurs effets secondaires et leur impact. On voit également la multidisciplinarité autour de la radiochirurgie, où on ne sait plus très bien si c'est des neurochirurgiens, des radiothérapeutes ou un peu les deux à la fois, mais finalement l'important n'est pas tellement de savoir quelle est la casquette que les gens ont, l'important c'est de savoir que les patients sont bien soignés avec des techniques up-to-date, dans des situations qui sont difficiles et avec des résultats qui sont le moins délabrants possible. Et on sait très bien que les techniques de radiochirurgie, elles ont un impact positif sur la morbimortalité. Le Xème exemple de multidisciplinarité, c'est effectivement les frontières qui sont abattues entre la psychiatrie et la neurologie, qui traditionnellement, même si évidemment ça soigne le cerveau dans les deux cas, était quand même très disjointe. Et on vient de voir là un exemple qui est très important. Et je sais qu'il y en a plein d'autres. Voilà, c'est la dynamique qui existe dans les services de psychiatrie ou de pédopsychiatrie du GHU, de faire tomber cette barrière traditionnelle entre psychiatrie et neurologie. Donc, moi, en tant que président de CML, je peux être que ravi de voir ça, de voir que finalement, il y a une cohérence et une consistance de l'ensemble de finalement de la prise en charge du cerveau. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme de neurosciences, qui est un terme qui est souvent utilisé pour décrire tout ça. Moi, j'aime mieux la science des maladies du cerveau, parce que neurosciences, c'est un terme qui est souvent utilisé, mais qui je trouve, décrit pas forcément bien ce dont on parle. Le doyen, s'il avait été présent, je pense qu'il aurait dit qu'il est particulièrement aussi
ravi finalement de la dynamique qui existe dans notre GHU, dans l'Université de Paris, avec un pôle qui est extrêmement fort autour des maladies du cerveau, à Lariboisière, à Robert Debré. Mais ce pôle, il n'est pas seul au monde. On sait qu'il est aussi très en lien avec la Fondation Rothschild. On sait qu'il est aussi très en lien avec Sainte-Anne. Et finalement, tout ça forme l'ensemble des neurosciences ou des maladies du cerveau ou de la science qui entoure le cerveau sur le périmètre qui est celui d'Université de Paris-Cité. Donc, merci réitéré à Hélène Gilardi, qui est l'infatigable artisan de ces webinaires, dont je sais très bien qu'ils sont compliqués à organiser. Tout le monde se dit « ah oui, mais à quoi bon ?» et tout ça. Et à chaque fois, la mécanique fonctionne. Et quand on assiste à ces webinaires, on en ressort, je dirais, rasséréné et finalement content de voir qu'on travaille dans un GHU où il se passe de très belles choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Un grand merci encore à tous les oratrices et les orateurs pour la qualité des présentations. Et puis, merci à Gérard pour la co-modération. Bonne journée à toutes et tous. Merci. Et prochain rendez-vous jeudi 12 mai sur l'actualité en infectiologie.